On est en compagnie d'Eric Lewin, le rédacteur en chef des publications Agora. Bonjour Eric. Bonjour, mon cher Fabrice. Ravi de vous retrouver, surtout à ce moment important, après la flambée la semaine dernière sur les marchés. Est-ce que les investisseurs ont déjà acheté le vote, l'élection et le candidat Macron au second tour qualifié président? Écoutez, oui, quand on voit ce qui s'est passé sur les marchés, on peut se dire qu'avec une hausse de 9% quasiment depuis le début de l'année, l'essentiel de la hausse est faite. Moi, j'étais venu en plateau quand ça va aller autour de 4007, 4008, je vous avais dit 5005, 5006. Je pense toujours qu'on va aller à 5005, 5006 sur les marchés. Maintenant, c'est vrai qu'il y a moins d'incertitudes sur l'élection présidentielle. Selon toute vraisemblance, ça fera du 60-40 pour Emmanuel Macron et c'est tant mieux. Parce que le programme de Marine Le Pen n'a aucun sens pour les investisseurs. Après, il faudra se projeter sur les élections législatives, 11 et 18 juin, sur lesquelles il y a encore beaucoup d'incertitudes. Avec quelle majorité Emmanuel Macron pourrait-il gouverner? Comment ferait-il pour faire des alliances? Est-ce qu'il fera des alliances à gauche? Est-ce qu'il ne tentera pas de faire des alliances de centre-droit? Bref, il y a encore beaucoup d'interrogations et rien n'est joué. C'est peut-être cela qui pourrait un petit peu inquiéter les investisseurs, mais quand on regarde ce qui se passe sur les marchés avec un écart de taux de 43 points de base entre le 10 ans français et le 10 ans allemand ce matin, on se dit qu'il y a vraiment beaucoup moins d'inquiétude. On n'a donc pas de risque de surprise comme Brexit, comme Trump pour cette élection française, second tour? Moi, j'y crois pas une seconde. Parce que quand vous regardez non seulement les sondages, mais les reports de voix, vous dites que pour que Marine Le Pen l'emporte, il faut vraiment un concours de circonstances hors du commun, puisque ce qu'on voit dans les reports de vote, sans faire trop de politique, c'est 48% des électeurs de Mélenchon vont voter Macron, 48% des électeurs de Fillon vont voter Macron. Donc même du côté des... Les autres font quoi, les 52%? Ils s'abstiennent? Il y a de l'abstention et il y a un peu de Marine Le Pen. Et même du côté de ce cher Nicolas Dupont-Aignan, il y a quand même une trentaine de pourcents d'électeurs de Dupont-Aignan qui vont voter Macron. Donc pour qu'elle l'emporte, il faut vraiment que soit il y ait une abstention massive, c'est-à-dire qu'il y ait 10 millions de personnes dimanche qui n'aillent pas voter. Sinon, je ne vois pas comment elle pourrait l'emporter. Je pense également qu'elle fait peur, les derniers dérapages de son père, même ces dérapages sur l'État français, Vichy, enfin toutes ces choses-là font qu'il y a quand même encore un plafond de verre. Et c'est tant mieux parce que ça prouve que le populisme ne passe toujours pas. Il n'est pas passé en Autriche lors des élections présidentielles, il n'est pas passé aux Pays-Bas lors des élections législatives et il ne le passera sans doute pas encore cette fois-ci. Maintenant, il faut vraiment que Emmanuel Macron fasse une bonne présidence pour qu'on n'ait pas cette hypothèse dans 5 ans. Oui, résultat évidemment définitif, ce sera dimanche soir à 20h. Eric, en tout cas sur les marchés, on a vu le grand ouf de soulagement la semaine dernière, plus 4%, un gap qui sur les marchés n'a pas été comblé. Le gap, c'est l'écart de cotation qui en général est comblé à court terme. Au contraire, on a l'impression, vu les volumes qui sont supérieurs maintenant à 4 milliards pratiquement chaque jour, que les investisseurs, peut-être étrangers, reviennent en force. D'abord, les investisseurs étrangers se disent qu'il y a beaucoup de moins de risques. Et puis quand vous regardez par exemple les publications des sociétés, il y en a eu beaucoup la semaine dernière, il y en a eu 18. Dans 75% des cas, elles ont fait bien mieux que prévu, avec de très bonnes surprises, de fortes hausses, du côté de Kering par exemple, du côté de Valeo qui se porte très bien notamment en Chine, du côté de Sanofi qui réussit à compenser la baisse dans le diabète par une hausse dans la santé grand public. Bref, il y a beaucoup de belles publications, il y a eu très peu de déceptions la semaine dernière. Il y a eu Technip FMC, mais vous savez que c'est une fusion dans les parapétrolières et que les premières années de la fusion sont un petit peu difficiles, donc c'est pour ça que le premier trimestre n'a pas été exceptionnel. Mais franchement, il y a peu de déceptions et donc les investisseurs se disent, bon, Paris n'est pas donné, c'est pas non plus ultra cher, c'est autour de 15 fois les bénéfices, la place de Paris est peut-être un petit peu en retard. Et si on allait sur l'Europe qui se porte bien, tous les indicateurs sont au beau fixe, alors on n'aura jamais 4% de croissance en Europe, on n'aura jamais 4% de croissance en France, mais on se dit qu'on peut avoir du 1,5 ou du 1,6. Et donc les investisseurs payent le vieux continent. Bon, ils payent le vieux continent, ils reviennent effectivement, on se reconcentre sur la microéconomie. En revanche, voilà, comme vous le disiez au démarrage, 8-9% depuis le début de l'année. En général, ça signe quand même des belles années boursières. Est-ce qu'on n'a pas fait toute l'année là ou est-ce qu'il y a encore du potentiel à votre avis? Moi, je pense qu'il y a encore pas mal de potentiel. Je pense que les entreprises se sont bien désendettées, elles ont restructuré leurs marges. Les résultats sont assez bons. On attend par exemple une hausse de 8% des bénéfices cette année sur le CAC 40, c'est pas non plus gigantesque. Si on a de bonnes surprises, on pourrait aller peut-être un petit peu plus haut. Et puis il y a des titres, bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas tous donnés. Le luxe est un peu cher, dans l'automobile c'est peut-être un peu cher, mais du côté par exemple de Sanofi, j'en parlais, il y a peut-être encore une quinzaine de pourcents à gagner. Du côté de Capgemini qui s'en sort bien, qui fait maintenant 31% de son chiffre d'affaires dans le digital, le cloud, ça vaut 14 fois les bénéfices. Là encore, on peut gagner encore une quinzaine de pourcents. Bref, il y a encore de belles affaires, il y a encore de belles histoires. Moi, je crois qu'on n'est pas au bout. Je crois vraiment qu'on peut aller voir les 5005, 5006 sur le CAC 40, ce qui ne serait pas non plus exceptionnel. Ça ferait une bonne année, mais alors
Alors, on peut se gargariser de temps en temps d'avoir une bonne année. Oui, mais tant mieux. D'autant plus que le ciel est quand même, je n'ai pas envie de dire sans nuages parce qu'on parlera des États-Unis après, mais sur l'Europe, le ciel est quand même assez bleu. Les élections allemandes de septembre, même si c'est notre ami Martin Schulz qui l'emporte, il n'y aura pas de grande différence parce qu'il est aussi pro-européen. Et puis les élections en Italie, c'est sans doute 2018. Quand on voit le Beppe Grillo, son programme et surtout les problèmes qu'ils ont à la mairie de Rome, on se dit qu'il n'est pas sûr du tout que ce parti populiste l'emporte. Donc bref, il y a un peu un ciel bleu, un coin de ciel bleu. Et surtout en Italie, on a In Camino, hein, la copie conforme finalement d'En Marche, emmenée par Matteo Renzi, bon, voilà, qui essaye de... On verra qui apporte aussi un peu de jeunisme, parce que je regardais un peu l'âge de certains dirigeants. Il n'a que 42 ans. Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, a 45 ans. Et donc on a Emmanuel Macron qui a 39 ans. Donc après le dégagisme, maintenant c'est le jeunisme, quoi. C'est-à-dire que ça fait du bien quand même à notre pays d'avoir un dirigeant jeune. Et ça sort un petit peu des hommes politiques qui sont là depuis 28 ans en ayant eu 12 mandats de député. Ouais, pourquoi pas justement, hein, ce jeunisme, on verra en politique ce que ça donne. Juste une dernière question sur la saisonnalité. On rentre dans le mois de mai. Sell in May and go away, dit le proverbe anglais, c'est-à-dire voilà, on vend en mai, et puis on revient un petit peu plus tard dans l'année, normalement c'est début septembre même, puisque statistiquement cette période est pas la meilleure. Qu'est-ce que vous en pensez, Eric? Moi je me méfie de ce dicton, je me méfie aussi du dicton les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Ça c'est bien pour des grands-mères de 87 ans qui habitent Carpentras, sans dire du mal des gens de Carpentras. Non, je sais pas, il y a quand même les élections, il y a quand même des marchés qui n'ont quand même pas exceptionnellement progressé. C'est vrai que 8% en 4 mois et demi c'est bon, mais le marché parisien était très en retard. On retrouve maintenant notre niveau normal, donc on peut continuer à monter si les résultats continuent à être bons. Alors il va y avoir les financières dans les jours qui viennent. Moi, j'arrive pas à être super pessimiste sur les marchés. Vous avez un indice VIX dans le monde qui est à 10. On est au plus bas depuis 2007. L'indice VIX, c'est l'indice de la volatilité. Un indice très faible veut dire que les investisseurs sont plutôt optimistes, alors que quand il est très très fort, ça veut dire qu'il y a plutôt du pessimisme sur le marché. Donc, sans être dans un optimisme irrationnel, pour reprendre ce qu'avait dit une fois Greenspan, moi je ne suis pas très très inquiet sur les marchés. Alors on peut bien sûr consolider, perdre 100, 150 points, 200 points, mais sur longue tendance, j'ai l'impression qu'on est plutôt assez bien parti. Bon, du coup, Eric Lewin, optimiste là sur les marchés ce matin. On va dans un instant regarder du côté des valeurs justement, quelle est la sélection d'Eric Lewin, les tops, les flops, et peut-être même du côté des introductions en bourse, y aurait-il quelque chose à faire? A tout de suite sur Téléfinance.